French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous. Il n'existe pas de portrait robot du French Boss parce que c'est vrai que sous ce label, on peut globalement définir deux catégories. Il y a ceux qui partent créer leur entreprise à l'étranger dans un but financier, dans un but professionnel, dans un but pécuniaire. Et puis il y a ceux qui partent créer leur entreprise à l'étranger plutôt pour une quête d'idéal, une quête de mode de vie. Et j'ai l'impression que celle qui va nous accompagner pendant une demi-heure aujourd'hui appartient plutôt à cette seconde catégorie. Mathilde Allemand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que je me trompe quand je dis que vous n'êtes pas parti en Angleterre en vous disant « je vais en revenir milliardaire » ? Ah non, pas du tout. Je suis arrivée en Angleterre, je suis venue ici pour une expérience. Je me suis lancée dans l'aventure il y a 7 ans et l'objectif c'était d'apprendre à parler anglais. Voilà. Et en fait, finalement, l'aventure m'a amenée à développer ma compagnie aujourd'hui. Ok Mathilde, on va parler de ça pendant une demi-heure. Auparavant, et c'est un petit peu le gimmick, la thématique, je dirais, de cette émission, vous voyez derrière moi une photo que vous m'avez envoyée vous-même, qui est une photo évidemment de Londres. Et je voudrais vous parler de Londres et vous demander quel rôle a joué cette ville de Londres dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Alors, Londres, j'ai découvert une culture, une approche, une nouvelle approche auprès de l'enfant, du soin qu'on lui apporte, une autre façon que celle que j'ai apprise en France de prendre en charge la famille. Et ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est l'indépendance en fait du professionnel. Donc ici, on vous donne la possibilité, la chance de vous développer, vos compétences et de proposer quelque chose à la clientèle, ce qui n'est pas aussi facile en France. Voilà, donc on a d'ores et déjà compris, parce qu'on l'avait pas dit au début, on a d'ores et déjà compris, Mathilde, que vous vous occupiez d'enfants. On va parler de votre quotidien professionnel sous tous ses aspects. Auparavant, un petit mot sur vous. Vous avez 35 ans. Ça vous est venu d'où cette envie de vous intéresser aux enfants? Vous aviez une formation d'infirmière, me semble-t-il. Oui, donc je suis infirmière puéricultrice spécialisée dans la petite enfance. Je souhaite être infirmière en fait depuis très petite. Ça m'est, je pense, alors mes premiers souvenirs, c'est lorsqu'on est en 3e, on nous demande absolument ce qu'on doit faire. On doit écrire sur une feuille ce qu'on doit faire. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais des personnes en fait malades dans ma famille. Et j'avais envie d'aider, voilà, d'être présente pour eux, de les aider. Donc, et notamment un jeune cousin qui a été en fait très malade et qui nous a quittés. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie en fait de me rapprocher du soin et d'aider ces enfants et ces familles. Alors, on revient, Mathilde, sur ce que vous me disiez tout à l'heure. Votre principale motivation quand vous êtes venue vivre ici en Angleterre, c'était en 2013, c'était il y a 7 ans. Vous me dites si je me gourre, mais bon, c'était en 2013, il y a 7 ans. Votre principale motivation, c'était d'apprendre l'anglais, mais est-ce que vous aviez une idée de ce marché que vous alliez intégrer, qui est celui de l'aide aux enfants en Angleterre? Qu'est-ce que vous en saviez par rapport à celui qui existait en France ? Alors, non, honnêtement, je n'avais aucune idée Vous êtes gonflé ? Vous n'avez pas peur ? Non, j'avais aucune idée. En fait, c'est-à-dire que moi, mon cheminement, il a été au cours des années, des expériences. Quand je suis arrivée, j'ai compris très rapidement que rentrer à l'hôpital en tant qu'infirmière, c'était compliqué, que la démarche était longue. Mon anglais était très mauvais, je ne parlais quasiment pas anglais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé très rapidement un travail de nanny
Donc j'ai travaillé en tant que nanny pendant 3 ans et j'ai découvert voilà comment dire l'éducation des enfants ici, la façon la vie quotidienne de l'enfant et de la famille à Londres. Et je me suis rendu compte, de par les expériences au Children's Center, quand j'ai rencontré des jeunes mamans, que elles étaient très peu accompagnées, très peu suivies. Et au fur et à mesure, je me disais, c'est quand même un peu bizarre parce que en France, bon, le suivi est plutôt rapproché. On a des sages-femmes. À la maternité, les mamans restent à peu près 5 jours. On leur montre tous les soins. Ici, c'est totalement différent. La maman reste 24 à 48 heures après l'accouchement. Elle rentre directement au domicile et elle n'est pas vraiment accompagnée, pas vraiment suivie. Elle a à peu près 3 visites les 2 premières semaines. Et malheureusement, ces derniers mois, avec le Covid, ces visites-là se sont résumées à des coups de fil. Donc, voilà, l'accompagnement est assez faible. Et pour des mamans ou des parents qui sont entourés ici, avec de la famille, des amis, je pense qu'elles ont capacité à se débrouiller. Mais malheureusement, pour certaines mamans qui sont très fatiguées, qui n'ont pas forcément de soutien, ça peut vite tourner en fait à une situation très compliquée. Ouais, et donc ce retard, Mathilde, qu'avait l'Angleterre, enfin ce retard, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que vous me dites par rapport à la France, bah, pour vous finalement c'était une aubaine parce que vous étiez là, maintenant vous étiez en Angleterre et vous étiez prête à pousser justement à la fois pour que l'Angleterre rattrape ce retard et à la fois pour valoriser, vos compétences professionnelles acquises en France. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Très rapidement, alors moi, personnellement, j'ai eu besoin de retrouver ma position, mon statut d'infirmière puéricultrice. J'étais très contente d'être nanny. Les enfants que j'ai gardés pendant ces 3 années, j'étais très heureuse d'être auprès d'eux. Mais j'ai eu besoin de retrouver ma position. C'est pourquoi j'ai quand même étudié pendant presque 5 ans. Et je me suis dit, en fait, il y a une demande. Il y a un besoin, il y a une demande. Et c'est mon métier. Pourquoi ne pas y répondre? Donc voilà, donc en 2017, fin 2017, j'ai commencé à proposer mes services de consultation qui consistent tout simplement à venir au domicile des parents, à les écouter, les rassurer, répondre à leurs questions. Voilà. Et au fur et à mesure, bien sûr, depuis ces 3 dernières années, j'ai amélioré mon service. Je me suis adaptée à la demande qui a même changé du coup ces quelques derniers mois. Et j'ai diversifié aussi mes services pour répondre aux besoins des parents, comme par exemple des nuits de repos. Voilà, donc maintenant j'ai une équipe d'infirmières qui s'occupe des bébés la nuit, tout simplement. Mais alors, quand vous avez fait ce switch, que vous avez décidé de devenir la Mathilde qui allait au domicile des parents pour s'occuper de leurs enfants, vous avez dû vous créer une entreprise et finalement on en arrive à ce pourquoi on est là aujourd'hui. Vous êtes une entrepreneuse. Alors racontez-moi la démarche qui a fait dire à la jeune Mathilde, il faut que je crée mon entreprise. Je sais, tout à l'heure, je vais trahir un secret. C'est vrai que vous avez l'air un peu affolé par la technique pour vous connecter avec nous. Je sais que ça a été difficile pour vous. Est-ce que vous étiez pas aussi, Mathilde, affolée par l'aspect administratif, l'aspect technique peut-être de la création d'une société? Oui, alors il faut dire que j'ai réalisé qu'il y avait une demande on va dire, dès la première année de mon arrivée ici. Et j'ai commencé à vraiment m'autoriser à penser à mon projet en 2016. Donc déjà, pendant 2 ans, je me disais, vraiment, je comprends pas ce qui se passe, il y a vraiment besoin. Ensuite, j'ai commencé à me renseigner, mais j'avais peur. Voilà, j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur des démarches, j'avais peur de aussi le fait de se mettre à son compte et de ne pas, comment on peut dire,
de ne pas savoir en fait combien on allait entre guillemets avoir à la fin du mois, non pas d'un aspect vraiment financier dans le amount, donc le montant, le montant, la somme. Voilà, le montant, la somme, mais plutôt dans la sécurité du salaire, parce que moi j'ai toujours été salariée tout simplement, et le fait de passer de salarié à entrepreneur, d'abord self-employed et puis entrepreneur pour ma compagnie. D'accord. Et donc, attendez, je vous interromps pour que votre itinéraire soit bien clair pour les gens qui vous écoutent et qui vous regardent aujourd'hui. Vous avez commencé par vous mettre à votre compte, self-employed. Voilà. Et après, vous avez créé votre entreprise. Alors, exactement. Pour être précis, Mathilde, combien de temps self-employed et au bout de combien de temps vous avez créé votre entreprise? Et alors, votre entreprise existe depuis combien de temps? Voilà. Donc, self-employed, j'ai été self-employed en fait une année. Voilà, une année de taxes. Et très rapidement, avec le comptable, on s'est rendu compte que on devait passer à la création de Limited. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai créé ma première compagnie en mars 2018. D'accord. Mars 2018, donc vous passez au statut de Limited. Vous avez un comptable, hein, vous venez de me le dire. Oui. Vous n'auriez pas pu faire ça, parce qu'il nous est arrivé de nous entretenir avec des gens qui étaient à Londres, comme vous, et qui ont tout fait tout seuls, y compris l'aspect comptable, l'aspect juridique, qui ont tout fait tout seuls au moment de la création de la boîte. Vous êtes fait aider quand même. Oui, tout à fait. Alors, concernant la comptabilité et aussi les contrats, donc j'ai un cabinet comptable et un cabinet d'avocats. Moi, je suis spécialisée dans mon domaine. Je suis passionnée par ce que je fais. Je pense que j'apporte et je donne tout ce que je peux à mes familles. En revanche, la comptabilité, le côté juridique, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité. Et je pense que parfois, il faut savoir tout simplement faire appel à un spécialiste, ne serait-ce que pour... en fait, moi, c'était une sécurité pour moi, un soulagement de me dire que voilà, tout est fait dans les règles et on peut avancer en sérénité, en fait. Alors, vous me parliez tout à l'heure, Mathilde, de l'état d'avancement de la situation de nurse en Grande-Bretagne, mais l'état du marché. Ma question, en fait, pour être simple, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que vous avez beaucoup de sociétés concurrentes de la vôtre? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'agences, de compagnies qui proposent des visites à domicile, des nuits de maternity nurse et du soutien à la parentalité. Je pense que c'est un marché qui est vaste. Il y a de la place pour tout le monde, du moment que c'est fait dans le respect des autres, et de la concurrence. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, sans forcément citer des chiffres, depuis que vous avez créé donc votre société, vous êtes donc une compagnie limited, comme vous dites. Quelle est votre croissance? Alors, si tant est qu'il y a une croissance. Si tant est qu'il y en ait une. Non, il y en a une. Elle est multipliée par 3 chaque année. Multiplié par 3 en termes de chiffre d'affaires ou en termes de résultats? C'est-à-dire le chiffre d'affaires pour vous, vous fonctionnez en termes de marge brute, j'imagine un petit peu comme les gens qui vendent un service plus qu'un outil. Non, en termes de chiffre d'affaires, c'est multiplié par 3 chaque année. Depuis 3 ans. Bien. C'est bien, mais d'ailleurs, je ne vous cache pas, j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai vu, moi, ça me paraît très cher, ces tarifs pour faire s'occuper d'enfants. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, Mathilde, mais est-ce que c'est des tarifs courants ou c'est cher? Alors, 19 pounds de l'heure, c'est du travail. Moi, j'ai vu des 90 pounds pour des... Alors, je ne sais plus le détail exactement, je ne suis pas un grand spécialiste des enfants. Ça m'a paru cher. Mais je me fais encore une fois l'avocat du diable, hein, Mathilde. Pour une consultation à domicile avec le transport inclus, tout est en fait. Il n'y a pas d'autres
d'autres filles. Je pense que c'est tout à fait le prix du marché, voire même en dessous, parce que des consultantes à lactation qui se déplacent pour 90 pounds, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est plutôt dans les 120 à 150. D'accord. C'est plutôt 120, 150. Je ne savais pas. J'ai vu que vous faisiez des consultations comme on est en train de parler aujourd'hui. Alors, je sais pas comment on appelle ça, à distance, téléconsultation, etc. Vous savez ce qu'on va faire? On va en faire une. Je voudrais voir comment ça marche. Vous allez m'expliquer. Alors, moi, j'ai un enfant qui a 2 mois, qui dort mal la nuit. Et donc, là, je suis en téléconsultation avec Mathilde, nurse pour enfants. Et je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. On fait une petite téléconsultation factice comme ça pour rigoler. Très bien. Alors, donc, généralement, quand les parents m'appellent, c'est qu'en fait, ils ont une question assez précise. Elle est précise. Par exemple, mon enfant dort mal. Voilà, très bien. Il fait des rototos, il dort mal. D'accord. Donc, il fait des rototos. Alors, ce dont j'ai besoin ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment vous le nourrissez, votre enfant. Est-ce qu'il est allaité? Est-ce qu'il est au lait artificiel? Il est allaité. On va dire il est allaité. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Je vous dis allaité ou au lait artificiel? Non, il n'y a pas de facilité. C'est très bien. S'il est allaité à 2 mois, c'est très bien. Est-ce que à chaque fois que votre dame lui donne le sein, elle le garde bien droit en fait pour lui faire le rot au moins 20 à 30 minutes? Ah d'accord. Je lui dirais. Voilà. Si vous me dites non, alors du coup, je peux vous dire c'est peut-être pour ça que bébé a beaucoup de mal à digérer et qu'il a des coliques et qu'il pleure beaucoup et que vous n'arrivez pas à le déposer dans son lit après et qu'il pleure et qu'il veut juste être resté dans vos bras, par exemple. D'accord. Bon, là, donc, on a fait notre téléconsultation. Puis, OK, je vais tenter autre chose. Et puis, 15 jours plus tard, je m'aperçois qu'il n'y a pas de changement. Donc, je reviens vers Mathilde. À ce moment-là, vous me dites quoi? Vous me dites, je viens chez vous, parce que là, l'affaire devient sérieuse. On peut plus se contenter de téléconsultation. Comment ça se passe? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'attends pas 15 jours. En fait, je prends toujours un retour 3 jours plus tard. Parce que 15 jours dans une vie de bébé, c'est très long. Il peut se passer beaucoup de choses. La téléconsultation, je la pratiquais pas auparavant. Depuis ces derniers mois, on a été obligé de l'utiliser. Donc, quand la famille me demande de faire uniquement du vidéo-call, je fais avec. Ça demande beaucoup d'énergie parce que il faut poser beaucoup de questions. En fait, essayer de s'imaginer et d'anticiper, ce qui se passe. Et comprendre derrière les mots, parce que je suis pas là pour voir, donc comprendre derrière les mots ce qu'ils expriment en fait. Voilà. Parce que parfois, comme dans tous les domaines de la vie, on n'arrive pas forcément à expliquer vraiment ce qu'on veut, donc ou ce qu'on pense, ou ce qu'on ressent. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. On peut rester en vidéo. Je peux venir aussi au domicile et bien sûr. Essayer de comprendre pourquoi, par exemple, ce petit bébé, il a beaucoup de difficultés à digérer. Est-ce qu'éventuellement, on peut pas élever un petit peu le petit lit dans lequel il dort? Est-ce que je peux vous montrer peut-être comment faire l'emmaillotage? Est-ce que éventuellement, dans le régime de maman qui allait, il y a des aliments qui créent des gaz et des spasmes, comme par exemple tout ce qui est choux, haricots, les viandes, les charcuteries, la tomate aussi, c'est très acide, ça donne mal au ventre au bébé. Donc c'est vrai qu'auparavant je vous aurais répondu que je préfère passer, mais maintenant au vu de la situation, on s'adapte et du coup s'il faut tout faire par vidéocall, on le fera, on prendra le temps. Bon, merci de votre consultation, Madame la nurse. On va revenir à l'aspect économique de votre métier en Angleterre. Est-ce que vous vous fixez des objectifs ou est-ce que finalement c'est pas votre priorité? Est-ce que votre priorité c'est juste d'avoir de quoi vivre ou est-ce que vous fixez des objectifs plus importants qui pourraient être de recruter des gens, par exemple? Oui, alors mon objectif aujourd'hui, c'est pouvoir développer la compagnie pour proposer un service en fait dans tout Londres, 7 jours sur 7,
de consultation et de soutien de nuit à domicile. Donc pour le moment, j'ai 5 nurses qui sont qualifiées et qui peuvent, qui travaillent pour moi, plus moi-même et une autre consultante aussi. Donc on est 2 consultantes. Et ça c'est voilà, pour l'instant on en est là aujourd'hui et j'aimerais beaucoup arriver en fait à développer l'équipe pour qu'on puisse être un peu plus mobile en fait sur Londres. Donc vous avez des employés, disons des collaborateurs, des gens qui travaillent pour vous, 5 personnes. Vous n'êtes plus seul. Est-ce que ces 5 personnes-là, c'est vous qui les avez formées à votre méthode, à vous, à vos envies, à vous? Oui, tout à fait. C'est moi qui les ai formées. Pardon Mathilde, ce sont des Anglaises? Non, alors il y a seulement une Anglaise. Mes autres maternity nurses sont françaises. Elles sont toutes en fait, elles ont un background médical, donc infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puéricultrices ou personnes ayant de l'expérience à l'hôpital et maman aussi. Voilà, chacune a sa propre expérience et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant aussi de pouvoir proposer plusieurs profils. En mai 2018, je me suis rendu compte combien c'était compliqué de recruter, de trouver des personnes qualifiées, premièrement, motivées aussi, et de confiance aussi. Non seulement de confiance avec le bébé et les parents, mais de confiance aussi envers moi-même, ma philosophie de travail. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe, et ça n'a pas été facile. Mais voilà, j'essaye de transmettre tous les jours à mes maternity nurses ce que je souhaite en fait, la qualité que je souhaite proposer à mes familles. Et donc en mai 2018, je me suis formée instructeur et maintenant je peux proposer le training en fait qui est reconnu, c'est un certificat. D'accord. Est-ce que c'est pas dommage de partir s'installer en Angleterre pour faire un métier qui marche bien à telle enseigne que vous êtes obligé de prendre des gens pour travailler avec vous et de choisir des gens qui ne sont finalement pas des gens du pays dans lequel vous êtes établi? Alors non, je pense pas que c'est dommage parce que je pense que ces personnes-là, voilà, sont ici aussi pour vivre leur expérience. Il faut savoir que toutes, en fait, ont suivi leurs compagnons, leurs conjoints, sont arrivées à Londres et qualifiées. Elles ont un métier à la base et ne trouvaient pas et n'avaient pas la possibilité de retourner à l'hôpital. Et au-delà de mon projet de compagnie, au-delà des services que je propose, c'est aussi pour chacune une expérience humaine qu'on partage parce que je leur offre la possibilité d'avoir un travail, d'avoir une place dans une entreprise, un rôle et de se développer et d'être indépendante aussi financièrement. Donc je trouve pas dommage du tout que mes maternity nurses soient françaises en fait. Ça y est, je vous ai vexé là. Je sens que je vous ai vexé. Ah non, pas du tout. D'accord. Est-ce que le fait justement de prendre, alors la question corollaire, est-ce que le fait de prendre des jeunes femmes françaises pour travailler avec vous, est-ce que c'est pas le moyen de faire rayonner d'une certaine manière le savoir-faire français en Grande-Bretagne, à Londres en tout cas? Voilà, alors je dirais que c'est plutôt ça. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est Donc pour ça que c'est on n'est plus en mauvais terme. On n'est plus en mauvais terme alors. Pas du tout. Mais je suis pas en mauvais terme avec qui que ce soit. Donc, D'accord, très bien. On va parler d'autre chose. Pour des raisons autres, Mathilde, on s'était parlé il y a quelque temps, quelques mois, 2 ans, je ne sais plus. Et vous faisiez de la radio à l'époque. Vous faisiez des chroniques. Alors, je ne sais pas si vous les faites encore d'ailleurs. Vous faisiez des chroniques en radio. Ça veut dire que derrière la nurse, la maternity nurse, derrière la Mathilde qui s'occupe des enfants, il y a
une fille qui a envie de faire profiter de son savoir-faire de nurse, justement. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. C'était une belle expérience. Ça s'est arrêté assez rapidement parce que KL Radio, en fait, a fermé. Mais c'était très intéressant. C'était une très, très belle expérience. J'aime beaucoup partager. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec les filles qui travaillent avec moi. J'aime transmettre, en fait. Voilà. Que ce soit avec elles ou avec les familles, on me lance sur un sujet et j'aime passer du temps à expliquer, à transmettre mes connaissances. Je pense en fait que en expliquant à la personne, à mon interlocuteur, je le rends en fait indépendant finalement, parce que je lui transmets la connaissance. Je ne dis pas ce qu'il faut faire. J'explique comment ça fonctionne pour que la personne, elle, trouve le meilleur moyen, en fait, de passer à l'action, entre guillemets. Donc, est-ce que vous vous sentez, Mathilde, une ambassadrice du savoir-faire français en matière d'aide aux enfants, de service auprès des enfants? Alors, honnêtement, j'aurais pas du tout cette prétention. Voilà, c'est ambitieux. Je suis pas du tout, voilà, à me dire ça. Je fais ce que j'aime et je me régale en fait à développer ma compagnie. Les gens sont contents, les parents sont ravis de nous avoir auprès d'eux et c'est ce qui compte le plus. Vous venez de me dire, Mathilde, je me régale à développer ma compagnie. Donc là, ça nous ramène à l'entrepreneuse plus qu'à la nurse. Est-ce que aujourd'hui, Mathilde, vous vous sentez plus entrepreneuse, créatrice, d'entreprise, plutôt que nurse? Qu'est-ce qui anime votre tête aujourd'hui? Alors oui, en effet, c'est une très bonne question. J'ai découvert cette envie d'entreprendre, voilà, maintenant il y a quelques années. Et oui, c'est grisant en fait d'avoir un projet, de le développer, de le voir fonctionner, de contacter des partenaires, d'organiser des groupes pour les parents, d'avoir des retours positifs. Tout ça, c'est très très intéressant. De pouvoir donner du travail aussi, c'est une belle satisfaction en fait, et de travailler ensemble. Voilà, je suis pas toute seule, j'ai maintenant une équipe et je l'ai vu d'ailleurs pendant le Covid. C'était assez particulier, hein, voilà, on a perdu tous nos contrats, on s'est retrouvés, on n'avait plus de travail du jour au lendemain. Je me suis sentie très responsable et de la situation et c'est vrai que voilà, être chef d'entreprise aujourd'hui, ça me plaît. Je trouve ça c'est excitant, c'est vrai. Après, je dois faire attention aussi à ne pas à garder de l'énergie pour mes patients. Ça, c'est très, très important. Je veux pas du tout qu'ils se sentent en fait mis sur le côté. Donc, parfois, c'est vrai que j'ai besoin de faire un point et de me dire, bon, là, tu voulais, par exemple, développer telle partie, mais tu as une charge de travail qui est assez importante. Donc, on va retarder un petit peu cette échéance-là et se concentrer un peu plus sur mes mamans. Voilà, et leur consacrer du temps, des visites et on le voit après. D'accord, Mathilde, ça va être ma dernière question. C'est une question à laquelle il va pas être facile pour vous de répondre dans la mesure où ce choix vous l'avez fait, mais est-ce que vous pensez en regardant en arrière que si vous aviez fait le même choix de vous mettre à votre compte en restant en France, vous auriez eu le même succès que celui que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que ce succès est en partie dû justement aux différences de mentalité et au retard qu'avaient les Anglais dans ce domaine? Est-ce que vous auriez réussi aussi bien en France, selon vous? Non, je pense pas que j'aurais pu faire ça en France.
J'ai été infirmière libérale en France en fait, la demande, les services que je propose aujourd'hui en Angleterre ne sont pas, voilà, ça fait pas partie de la culture et c'est pas du tout, c'est pas une réelle demande. En fait, les consultations sont déjà proposées par le suivi donné à l'hôpital, les sages-femmes privées et le centre aussi de protection maternelle infantile, les PMI. Les parents trouvent leur réponse. Donc, bien sûr que il y a déjà des puéricultrices à leur compte, mais honnêtement, je pense pas que j'aurais développé une compagnie telle que la mienne aujourd'hui, avec des propositions de nuit, une formation, alors qu'en France, les formations d'auxiliaires de puériculture, elles sont en fait, elles dépendent de l'État, tout simplement, et des hôpitaux. Donc, non, en effet, je n'aurais pas pu faire cette compagnie. Voilà, c'est un formidable message que vient de nous délivrer Mathilde. Le message que quand on ne parle pas anglais, et elle ne parlait pas anglais il y a encore 5 ans, eh bien, ça n'empêche pas qu'on peut créer une société et multiplier 5 ans plus tard son chiffre d'affaires par 3 chaque année. C'est la leçon, c'est l'enseignement que je retiendrai de ça, Mathilde. Merci d'avoir été avec nous. C'est un beau message que vous adressez à ceux qui pourraient se poser la question de partir créer leur business à l'étranger. C'est un beau message. Merci d'avoir été avec nous, Mathilde. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup.